J'annonce ma grossesse pendant ta réception. Maman a dit que c'était le moment parfait. Ma sœur a prononcé ces mots alors que j'étais en train d'enfiler ma robe de mariée. Lorsque j'ai protesté, elle a saisi mon voile et l'a arraché de ma tête. La ferme, cette journée ne tourne plus autour de toi. Maman, qui était présente, m'a giflé violemment. Laisse ta sœur avoir son moment. Papa a tordu mon bras dans mon dos. Tu souriras, et tu feras semblant d'être heureuse quand elle fera l'annonce. Ma sœur m'a poussé contre le miroir. Essaie de m'arrêter, et tu verras ce qui arrive. Je n'ai pas pleuré, ni riposté. J'ai simplement envoyé un SMS d'un seul mot à ma demoiselle d'honneur. Quand ma sœur s'est levée pendant la réception pour faire son annonce, saisissant le micro, ma meilleure amie est arrivée la première et l'a plaquée au sol. Ce qu'elle a révélé sur ma sœur a réduit toute la salle au silence. Le matin de mon mariage aurait dû être rempli de joie. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'ai enfin compris, exactement, qui était vraiment ma famille. Je me tenais dans la suite nuptiale de l'hôtel, lissant la dentelle ivoire de ma robe. Il m'avait fallu des mois pour trouver cette robe, et me voir dedans rendait tout cela réel. Dans quelques heures, j'allais épouser James, l'homme qui m'avait montré à quoi ressemblait l'amour véritable. Mes mains tremblaient légèrement alors que je cherchais mon voile, le tulle délicat cascadant entre mes doigts comme de l'eau. La porte s'est ouverte brusquement, sans qu'on frappe. Ma sœur, Véronica, a fait irruption, suivie de près par notre mère, Catherine, et notre père, Ronald. Quelque chose dans leurs expressions m'a noué l'estomac. Véronica arborait un sourire crispé qui n'atteignait jamais ses yeux, le genre de sourire qu'elle avait toujours avant de lâcher une bombe. Nous devons parler de la réception, a annoncé Véronica, plaçant ses deux mains sur ses hanches. Je me suis tourné pour leur faire face, tenant toujours mon voile. Quoi à propos de la réception? Tout est planifié depuis des mois. Le sourire de Véronica s'est élargi. J'annonce ma grossesse pendant ta réception. Maman a dit que c'était le moment parfait. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je l'ai fixé, certaine d'avoir mal entendu. Tu vas faire quoi? Tu m'as entendu, a-t-elle dit en s'approchant. Je suis enceinte de 3 mois, et ce soir est l'occasion idéale pour partager la nouvelle avec toute la famille. Tout le monde sera là de toute façon. Ma mère a hoché la tête avec empressement, le visage rayonnant d'excitation. N'est-ce pas merveilleux? Ton père et moi allons être grands-parents. J'ai regardé chacun d'eux, cherchant un signe indiquant qu'il s'agissait d'une sorte de blague tordue. Véronica, c'est le jour de mon mariage. Tu ne peux pas sérieusement penser qu'il est approprié de faire une annonce de grossesse à ma réception. Son expression s'est durcie instantanément. Pourquoi pas? C'est juste une fête. Ne sois pas si égoïste. Égoïste? Le mot est sorti plus fort que je ne le voulais. Je voulais que le jour de mon propre mariage concerne mon union. Égoïste? Mon père s'est approché, la voix basse et menaçante. Surveille ton ton. Ta sœur a une nouvelle excitante, et la famille célèbre cela ensemble. Je me suis tourné vers ma mère, espérant un peu de soutien. Maman, s'il te plaît. Tu comprends pourquoi ce n'est pas correct, n'est-ce pas? C'est censé être le jour spécial de James et moi. Le visage de Catherine s'est tordu d'irritation. Arrête d'être dramatique. La nouvelle de Véronica est importante, et franchement, ton mariage reçoit déjà plus d'attention qu'il ne le mérite. Tu devrais être heureuse de partager la vedette avec ta sœur pour une fois. Les mots ont piqué plus que je ne l'avais prévu. J'avais passé toute ma vie à regarder mes parents aduler Véronica, tout en me traitant comme une arrière-pensée. Elle était l'enfant roi, celle qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que je n'étais que la fille de secours, qui existait pour la faire paraître mieux par comparaison. Je ne partagerai pas ma réception de mariage, ai-je dit fermement, fixant le voile à mes cheveux avec des mains tremblantes. Si Véronica veut annoncer sa grossesse, elle peut le faire littéralement à n'importe quel autre moment. Elle peut organiser sa propre fête le week-end prochain. Mais ce soir, c'est pour James et moi. Le visage de Véronica est devenu rouge cramoisi. Elle a traversé la pièce en 3 pas rapides, a attrapé mon voile, et l'a arraché de ma tête si fort que les épingles ont déchiré mes cheveux. La ferme. Cette journée ne tourne plus autour de toi. J'ai haleté, essayant de rattraper le voile, mais elle l'a tenu hors de portée. Le tissu délicat s'est légèrement déchiré dans sa prise, et j'ai senti les larmes monter à mes yeux. Pas de tristesse, mais de pure rage face à l'audace de ses actions.
Avant que je puisse répondre, la main de ma mère a percuté ma joue dans une gifle brutale qui a résonné dans la pièce. La force du coup a fait basculer ma tête sur le côté, et j'ai senti le goût du sang là où mes dents avaient coupé l'intérieur de ma bouche. « Laisse ta sœur avoir son moment », a crié Catherine, son doigt pointé vers mon visage. « Tu as toujours été jalouse de Véronica, et j'en ai assez. Pour une fois dans ta vie, pense à quelqu'un d'autre que toi-même. » J'ai pressé ma main sur ma joue brûlante, fixant ma mère avec incrédulité. Elle avait toujours favorisé Véronica, mais elle ne m'avait jamais frappé auparavant. La douleur physique n'était rien comparée à la dévastation émotionnelle de réaliser que ma propre mère se souciait si peu de mon bonheur. Ronald a saisi mon bras, le tordant dans mon dos avec suffisamment de force pour me faire crier. Son souffle était brûlant contre mon oreille alors qu'il parlait. « Tu souriras, et tu feras semblant d'être heureuse quand elle l'annoncera. Tu la féliciteras avec enthousiasme. Tu feras tout correctement, ou je te promets que tu le regretteras. Est-ce que tu me comprends ?» Les larmes coulaient sur mon visage, mais je refusais de leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer complètement. « Tu me fais mal. » Réponds à la question, a-t-il grogné, tordant mon bras plus fort. « Je comprends, » ai-je chuchoté, parce que quel choix avais-je ? Il m'a relâché avec une poussée qui m'a fait trébucher vers l'avant. Je me suis rattrapé sur le bord de la coiffeuse, mon reflet montrant une joue rouge, des cheveux ébouriffés, et des yeux remplis de larmes. C'était censé être le jour le plus heureux de ma vie, et ma propre famille l'avait transformé en cauchemar avant même que la cérémonie ne commence. Véronica s'est plantée devant moi, tenant toujours mon voile ruiné. Elle m'a poussé violemment contre le miroir, et je l'ai senti se fissurer légèrement sous l'impact. Essaie de m'arrêter, et tu verras ce qui arrive. Je ferai une scène comme tu ne l'as jamais imaginé. Je dirai à tout le monde que tu es une sorcière égoïste et jalouse, qui ne supporte pas de me voir heureuse. Je gâcherai tout ton mariage, et maman et papa me soutiendront. N'est-ce pas? Absolument, a confirmé Catherine en croisant les bras. Tu es déraisonnable, et si tu causes des problèmes, nous nous assurerons que tout le monde le sache. J'ai regardé les trois se tenir là, unis dans leur détermination à détourner mon mariage au profit de Véronica. Quelque chose en moi a changé. La blessure et la trahison se sont cristallisées en une détermination froide et claire. Très bien, ai-je dit doucement, en me redressant. Faites ce que vous voulez. Les yeux de Véronica se sont plissés de suspicion. Quoi? J'ai dit, très bien. Annonce ta grossesse. Je m'en fiche désormais. Ma mère a souri triomphalement. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Tu apprends enfin à être une bonne sœur. Ils ont quitté la pièce, emportant mon voile déchiré avec eux comme un trophée. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables désormais. Toutes les larmes avaient séché. J'ai ouvert mes messages, et j'ai trouvé la conversation avec Taylor, ma demoiselle d'honneur et meilleure amie depuis l'université. J'ai tapé un seul mot, exécute. Sa réponse est arrivée immédiatement, je m'en occupe. J'ai posé le téléphone et je me suis regardé dans le miroir fissuré. Ma joue était encore rouge et mes cheveux étaient en désordre sans le voile, mais mes yeux étaient durs et concentrés. J'avais su que ce moment pourrait arriver, c'est pourquoi je m'y étais préparé. Il y a 3 mois, lorsque Véronica avait mentionné avec désinvolture être enceinte lors d'un dîner de famille, j'avais vu la façon dont les yeux de ma mère s'étaient illuminés. Je l'avais regardée se pencher pour chuchoter quelque chose à Véronica, et j'avais vu l'expression calculatrice de ma sœur alors qu'elle hochait la tête. Même alors, je savais qu'elle préparait quelque chose. Alors, j'avais demandé à Taylor de faire quelques recherches. Elle travaillait comme détective privée, et elle me devait plusieurs faveurs depuis des années. Ce qu'elle a découvert était encore pire que ce que j'avais imaginé. Véronica n'était pas enceinte. Elle n'avait jamais été enceinte. Toute cette histoire était un mensonge conçu pour voler l'attention à mon mariage, et peut-être pour manipuler son mari, Nathan, afin qu'il lui donne plus d'argent ou qu'il reste dans leur mariage en difficulté. Taylor avait obtenu des dossiers médicaux, des SMS, et même des photos de Véronica buvant et faisant la fête alors qu'elle était supposée être dans son premier trimestre. Mais ce n'était pas tout. Taylor avait découvert autre chose. Quelque chose de si explosif, que j'ai failli ne pas y croire quand elle me l'a dit pour la première fois. Véronica avait une liaison depuis plus d'1 an avec l'associé de Nathan. Elle détournait de l'argent de l'entreprise de Nathan pour financer des voyages somptueux avec son amant.
Elle avait même essayé de piéger Nathan pour des irrégularités financières afin de couvrir ses propres traces. J'avais gardé ces informations comme une arme chargée, espérant ne pas avoir besoin de l'utiliser. Une partie de moi avait voulu croire que ma famille n'irait pas jusqu'à saboter mon mariage. Mais j'aurais dû m'en douter. J'ai passé l'heure suivante à arranger mes cheveux et mon maquillage, empruntant un peigne simple au lieu du voile. Quand j'ai marché vers l'hôtel, je me suis concentré uniquement sur le visage de James. Ses yeux se sont agrandis d'inquiétude quand il m'a vu sans le voile, mais je lui ai fait un petit sourire qui disait que nous parlerions plus tard. La cérémonie était belle malgré tout. Et pendant ces précieuses minutes, j'ai oublié la trahison de ma famille. La réception s'est tenue dans la grande salle de bal de l'hôtel. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de nos têtes, et chaque table était décorée de fleurs que j'avais personnellement sélectionnées. La salle était remplie de gens que j'aimais, d'amis et de la famille élargie venus célébrer avec nous. James et moi avons une autre première danse, coupé le gâteau, et je me suis forcé à sourire tout au long, tout en gardant un œil sur Véronica. Elle était assise à la table de la famille, rayonnante d'anticipation. Mes parents l'encadraient comme des gardes du corps, et Nathan était assis à côté d'elle, l'air fatigué et vaincu. Je me demandais s'il était au courant de la liaison, ou s'il était juste épuisé par les drames constants de Véronica. Le dîner a été servi, et les discours ont commencé. Le meilleur ami de James a porté un toast amusant sur notre rencontre. Ma camarade de chambre de l'université a partagé des histoires embarrassantes qui ont fait rire tout le monde. Puis, lors d'une brève accalmie, Véronica s'est levée. Elle a lissé sa robe, et a tendu la main vers le micro qui était encore sur l'estrade après les discours précédents. Son sourire était radieux, sa posture confiante. Elle ressemblait à quelqu'un sur le point de partager la nouvelle la plus merveilleuse du monde. « Excusez-moi, tout le monde », a-t-elle lancé en tapotant le micro. « Si je pouvais avoir votre attention juste un instant. » La salle s'est tue, et tous les regards se sont tournés vers elle. J'ai vu le visage de ma mère s'illuminer de fierté. Mon père s'est adossé à sa chaise avec un sourire satisfait. Il pensait avoir gagné. Véronica a ouvert la bouche pour parler, mais avant qu'aucun mot ne puisse sortir, Taylor a traversé la salle de bal en sprintant. Elle était grande et athlétique, et elle bougeait avec la vitesse et la précision de quelqu'un qui s'était entraîné pour exactement ce genre de moment. Elle a percuté Véronica avec la force d'un secondeur, linebacker, la plaquant au sol avant qu'elle ne puisse émettre un son. Le micro a volé, atterrissant avec un grincement aigu de l'arsène. Véronica a hurlé alors qu'elles tombaient ensemble, et toute la salle a éclaté en halètements choqués et en cris. « Qu'est-ce que tu fais » a crié Véronica, essayant de repousser Taylor. « Lâche-moi. Que quelqu'un appelle la sécurité. » Taylor s'est levé, époussetant sa robe, et a ramassé le micro tombé. Son expression était calme et professionnelle alors qu'elle faisait face à la foule stupéfaite. « Je m'excuse pour l'entrée dramatique, mais c'était nécessaire. Je m'appelle Taylor Morrison, et je suis détective privé agréé. J'ai des informations sur lesquelles cette femme s'apprêtait à vous mentir à tous, et je ne pouvais pas laisser cela arriver. » Ma mère a bondi sur ses pieds. « C'est scandaleux. Vous avez agressé ma fille. »« Assieds-toi, Catherine, » a dit Taylor froidement. « À moins que tu ne veuilles que tout le monde sache que tu aides Véronica à planifier cette fausse annonce de grossesse depuis des mois. » La couleur a quitté le visage de ma mère. Véronica s'est remise sur ses pieds, les cheveux en désordre et la robe déchirée. Elle ment. Je suis enceinte. Dis-leur, maman. Taylor a sorti un dossier de son sac, qu'elle avait apparemment apporté avec elle à la réception. Elle l'a ouvert, et a brandi plusieurs documents. Ce sont des dossiers médicaux de 3 médecins différents que Véronica a consultés le mois dernier. Aucun d'entre eux ne montre la moindre indication de grossesse. En fait, l'une de ces visites était spécifiquement pour un renouvellement de contraception. Des murmures de stupeur ont parcouru la foule. Nathan s'est levé lentement, le visage pâle. « De quoi parle-t-elle, Véronica ?» « Elle ment », a insisté Véronica, mais sa voix avait perdu de son assurance. « Ces dossiers sont faux. Elle les a falsifiés. » Taylor a souri d'un air sombre. « J'ai aussi des SMS entre Véronica et Catherine discutant de la fausse annonce de grossesse. Laissez-moi lire quelques extraits. Maman, j'ai hâte de voir sa tête quand je lui volerai la vedette. » Et la réponse de Catherine, elle a déjà eu assez d'attention. Cela te remettra à ta place, au centre de tout. Dois-je continuer ? Ma mère a essayé de parler,
mais aucun mot n'est sorti. Ronald était devenu complètement immobile, le visage rouge de colère ou d'embarras. Je ne pouvais pas dire lequel. Mais Taylor n'avait pas fini. Elle a sorti d'autres papiers, et sa voix est devenue plus dure. Ce n'est pas tout. Veronica a une liaison avec Lucas Kennedy, l'associé de Nathan, depuis 14 mois. Elle détourne de l'argent de l'entreprise de Nathan, Silverstone Investment, pour financer des voyages avec son amant. Plus de 200,000 dollars ont été volés, et Veronica a tenté de piéger Nathan pour le vol en plaçant de faux documents dans son bureau. La salle a explosé. Tout le monde a commencé à parler en même temps, les voix s'élevant sous le choc et l'indignation. Nathan a trébuché en arrière, se rattrapant à une chaise. Son visage était passé de pâle à gris, et il avait l'air sur le point de vomir. « Tu as fait quoi » a-t-il chuchoté, fixant Veronica. Elle a reculé, secouant la tête frénétiquement. « Non, Nathan, je peux expliquer. » Elle invente tout. Ce ne sont que des mensonges. Taylor a brandi un autre document. J'ai des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, des photos et des enregistrements d'appels téléphoniques. Tout est documenté et vérifié. J'ai déjà remis des copies à la police et à l'avocat de Nathan. La seule raison pour laquelle Veronica n'est pas menottée en ce moment, c'est parce que Nathan a demandé du temps pour assimiler cela avant de porter plainte. L'avocat de Nathan s'est levé de l'une des tables, hochant la tête d'un air sombre. Tout est vrai. Nous enquêtons discrètement depuis 6 semaines, attendant d'avoir suffisamment de preuves pour constituer un dossier solide. Le visage de Veronica s'est effondré. Elle s'est tournée désespérément vers nos parents. « Maman, papa, faites quelque chose. Faites arrêter. » Mais Catherine et Ronald fixaient tous deux le sol, ne voulant ou ne pouvant croiser le regard de personne. Toute la salle les regardait, attendant une sorte d'explication ou de défense. Aucune n'est venue. James est apparu à mes côtés, prenant ma main. Il s'est penché pour me chuchoter à l'oreille. « Est-ce que tu savais tout ça ?» Je savais pour la fausse grossesse, ai-je admis doucement. Taylor a découvert le reste en enquêtant là-dessus. J'allais te le dire après la lune de miel. Il a serré ma main. Je suis désolé que ta famille t'ait fait ça. J'ai levé les yeux vers lui, cet homme qui avait choisi de m'aimer malgré le chaos qui accompagnait mes proches. Je ne suis plus désolé. Je suis libre. Taylor a tendu le micro à l'un des serveurs et s'est dirigé vers nous. Elle m'a fait une rapide accolade. C'était comment, pour un discours de demoiselle d'honneur ? Malgré tout, j'ai ri. Cela faisait du bien, comme relâcher une pression qui s'était accumulée depuis des années. C'était parfait. Veronica a essayé de s'enfuir vers la porte, mais l'avocat de Nathan l'a interceptée. Nous devons parler, Veronica. Maintenant. Nathan les a suivis dehors, marchant comme un homme dans un rêve. Plusieurs invités les ont accompagnés, voulant probablement offrir leur soutien ou simplement entendre plus de détails. Le reste de la foule a lentement commencé à reprendre ses conversations, bien que tout le monde soit clairement encore en train d'assimiler ce qui venait de se passer. Mes parents se sont approchés de notre table. Le visage de Catherine était strié de larmes, et Ronald semblait plus vieux que je ne l'avais jamais vu. « Tu as planifié ça ?» a-t-il dit, la voix creuse. « Tu as délibérément humilié ta sœur à ton propre mariage. » Non, le corrigeai-je. Veronica a planifié de m'humilier. Je me suis juste assuré que la vérité éclate avant qu'elle ne puisse raconter d'autres mensonges. Il y a une différence. Catherine a tendu la main vers la mienne, mais je me suis écarté. S'il te plaît, tu dois comprendre. Veronica est en difficulté. Son mariage est difficile, et elle voulait juste un moment pour se sentir spéciale, alors elle a essayé de voler le mien. J'ai secoué la tête. Maman, elle n'allait pas simplement annoncer une fausse grossesse. Taylor a trouvé des preuves que Veronica planifiait cela depuis des mois. Elle allait prétendre attendre des jumeaux, puis dire plus tard qu'elle les avait perdus, juste pour garder l'attention aussi longtemps que possible. Elle allait traire la sympathie de tout le monde tout en volant de l'argent à son mari et en couchant avec son associé. Voilà qui est vraiment ton enfant roi. La mâchoire de Ronald s'est serrée. Tu es toujours notre fille. Nous méritons un peu de respect. Du respect ? Le mot est sorti plus tranchant que je ne le voulais. Tu as tordu mon bras dans mon dos ce matin. Maman m'a giflé. Veronica a déchiré mon voile. Vous m'avez tous menacé pour vous assurer que je coopérerais avec votre plan pour gâcher mon mariage.
Où était le respect à ce moment-là? Aucun d'eux n'avait de réponse. Les larmes de Catherine coulaient plus vite, mais je ne ressentais rien. Pas de culpabilité, pas de sympathie, juste un étrange sentiment de soulagement de ne plus avoir à prétendre que nous étions une famille normale et aimante. Je pense que vous devriez partir, a dit James doucement, son bras autour de mes épaules. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Ils sont partis sans un autre mot, suivant le sillage de Véronica. Je les ai regardés s'éloigner, et je me suis senti plus légère à chaque pas qu'ils faisaient vers la porte. Le reste de la réception a continué, bien qu'avec une énergie très différente de celle prévue à l'origine. De nombreux invités sont venus offrir leur soutien, s'excuser pour le comportement de ma famille, ou dire qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose clochait chez Véronica. Les parents de James étaient horrifiés et n'arrêtaient pas de s'excuser comme s'ils étaient en quelque sorte responsables. Je leur ai assuré qu'ils ne l'étaient pas, que cela se préparait depuis des années. Taylor est restée à mes côtés, répondant aux questions des invités curieux et s'assurant que j'allais bien. Je suis désolé si je suis allé trop loin, a-t-elle dit lors d'un moment de calme. Mais quand tu as envoyé et exécute, j'ai supposé que tu voulais le paquet complet. Tu as été parfaite, lui ai-je assuré. Merci d'être la sœur que j'aurais dû avoir. Elle m'a serré fort. Le photographe de mariage, qui avait capturé toute la scène dramatique, a proposé de supprimer les photos de l'arrestation de Véronica si je le voulais. Je lui ai dit de les garder. Elle faisait partie de mon histoire maintenant, la preuve que je m'étais enfin défendu. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'ambiance est progressivement revenue à la fête. Quelqu'un a changé la musique pour quelque chose de plus rythmé, et les gens ont recommencé à danser. James et moi les avons rejoints, et pour la première fois de la journée, je me suis sentie vraiment heureuse. La tentative de ma famille de saboter mon mariage avait échoué de manière spectaculaire, et leur vraie nature avait été exposée aux yeux de tous. Vers minuit, alors que la réception touchait à sa fin, Nathan est revenu. Il avait l'air épuisé, mais d'une certaine manière plus solide, comme si un poids avait été levé. Il nous a trouvés, James et moi, près de la table des desserts. Je vous dois des excuses, a-t-il dit, la voix rauque. J'aurais dû voir ce que Véronica faisait. J'aurais dû te protéger de ses manipulations. J'ai secoué la tête. Tu es une victime ici aussi, Nathan. Véronica nous a tous dupés pendant longtemps. Il a hoché la tête lentement. Mon avocat dépose la demande de divorce demain. La police enquête sur le détournement de fonds. Je voulais que tu saches que je ne vais pas la laisser s'en tirer avec ce qu'elle nous a fait, à l'un comme à l'autre. Bien, ai-je dit simplement. Tu mérites mieux qu'elle. Après son départ, James et moi sommes restés ensemble au centre de la salle de bal, entourés de pétales de fleurs éparpillées et de verres de champagne abandonnés. Les guirlandes lumineuses scintillaient toujours au-dessus, et une musique douce jouait dans les haut-parleurs. Cela ressemblait à la fin d'un film romantique, à l'exception de la chaise renversée là où Véronica avait été plaquée au sol. « Comment vas-tu vraiment » a demandé James, écartant une mèche de cheveux de mon visage. J'ai réfléchi à la question avec soin. Je suis triste qu'on en soit arrivé là. Je suis en colère contre la façon dont ils m'ont traité. Mais surtout, je suis soulagé. Je n'ai plus besoin de faire semblant que nous sommes une famille heureuse. Je n'ai plus besoin d'inventer des excuses pour leur comportement, ou d'espérer qu'ils changeront. C'est fini, et c'est très bien comme ça. Il a embrassé mon front. Je t'aime, et je te promets que tu n'auras plus jamais à les affronter seul. Nous sommes partis pour notre lune de miel le lendemain matin. Pendant notre absence, mon téléphone a explosé de messages de divers membres de la famille, d'amis, et même de quelques journalistes qui avaient eu vent de l'histoire d'une manière ou d'une autre. Apparemment, quelqu'un au mariage avait filmé le discours de Taylor et l'arrestation de Véronica, et cela était devenu viral sur les réseaux sociaux. La vidéo avait des millions de vues. Les commentaires allaient du soutien à l'horreur, en passant par l'amusement sombre. Une fausse annonce de grossesse se fait plaquer par un détective privé et était en tendance sur plusieurs plateformes. La liaison et le détournement de fonds de Véronica étaient devenus de notoriété publique, disséqués par des inconnus sur Internet qui n'avaient jamais rencontré aucun d'entre nous. Ma mère a envoyé une série de SMS de plus en plus désespérés, me suppliant de faire une déclaration publique pour défendre Véronica, afin de prétendre que Taylor avait menti pour aider à réparer la réputation de la famille. J'ai bloqué son numéro. Mon père a essayé d'appeler depuis différents téléphones, laissant des messages vocaux colériques sur la façon dont j'avais détruit la famille et que je regretterais mes actions. J'ai bloqué ses numéros aussi.
Le seul membre de la famille avec qui j'ai gardé contact était ma tante Linda, la sœur de mon père, qui avait toujours été gentille avec moi. Elle a envoyé un court message, fière de toi pour t'être enfin défendu. Tes parents et Véronica ont fait leur choix. Tu méritais mieux. Nathan a demandé le divorce et a porté plainte pour détournement de fonds. Le procès a été brutal, d'après les mises à jour que je recevais d'amis communs. Véronica a essayé de prétendre qu'elle était innocente, que Nathan l'avait poussée au désespoir, que j'avais tout orchestré par jalousie. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les preuves étaient accablantes, et ces mensonges ne faisaient qu'aggraver les choses. Les procédures judiciaires se sont étalées sur 9 mois, chaque rebondissement étant plus choquant que le précédent. Taylor me tenait informé des mises à jour majeures, bien que j'ai essayé de garder mes distances pour ma propre santé mentale. Pendant la phase de découverte, les avocats de Nathan ont découvert des preuves supplémentaires indiquant que Véronica avait prévu de vider leur compte commun et de disparaître avec Lucas Kennedy. Ils ont trouvé des emails discutant d'un déménagement au Costa Rica, de fausses demandes de passeport, et des enregistrements de virements montrant de l'argent transféré vers des comptes offshore. Ce qui m'a le plus frappé, c'est d'apprendre que Véronica avait créé un récit entièrement faux sur sa vie. Elle avait dit à Lucas que Nathan était violent et contrôlant, qu'elle était piégée dans un mariage sans amour, et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de le voler car il surveillait chaque centime qu'elle dépensait. Rien de tout cela n'était vrai. Nathan lui avait donné accès à leur compte librement, avait soutenu chacun de ses passe-temps coûteux, et lui avait fait entièrement confiance. Elle avait trahi cette confiance méthodiquement et sans remords. L'accusation a présenté des preuves que Véronica avait volé non seulement l'entreprise, mais aussi Nathan personnellement. Elle avait emporté des héritages familiaux dans des boutiques de prêteurs sur gage, vendu les bijoux de sa mère décédée, et même tenté d'hypothéquer leur maison sans qu'il le sache. La maison que Nathan avait héritée de sa grand-mère a failli être perdue à cause de ses signatures falsifiées sur des documents de prêt. Pendant le procès, plusieurs témoins de moralité se sont présentés. Des gens que je n'avais jamais rencontrés, qui avaient leurs propres histoires sur les manipulations de Véronica. Une ancienne camarade de chambre de l'université a témoigné que Véronica avait volé son petit ami en prétendant être enceinte de son enfant, puis avait admis plus tard avoir menti après la fin de la relation. Une associée a révélé que Véronica avait essayé de la convaincre que Nathan détournait de l'argent de sa propre entreprise, tentant probablement de mettre en place un récit alternatif au cas où elle se ferait prendre. Mes parents ont assisté à chaque jour du procès, assis au premier rang derrière la table de la défense de Véronica. Ils foudroyaient du regard Nathan, les procureurs, et quiconque témoignait contre leur fille. Lors d'un témoignage particulièrement accablant d'un jury comptable, qui détaillait exactement comment Véronica avait déplacé l'argent à travers des sociétés écrans, ma mère s'est levée et a crié que tout le monde mentait. Le juge a menacé de la faire expulser de la salle d'audience. Catherine et Ronald ont essayé de payer les avocats de la défense coûteux de Véronica, épuisant leurs économies de retraite dans le processus. Ils ont hypothéqué leur maison, vendu leur voiture pour un modèle moins cher, et ont même lancé une campagne de financement participatif prétendant que Véronica était victime d'une conspiration. La campagne a levé moins de 3,000 $ avant d'être fermée pour violation des conditions d'utilisation de la plateforme concernant les affaires criminelles. J'ai reçu des douzaines de messages de membres de la famille me demandant d'intervenir, de dire au procureur d'abandonner les charges, de convaincre Nathan de faire preuve de pitié. Ma cousine Julia a envoyé un email particulièrement dur, m'accusant de détruire la famille par pure jalousie, affirmant que je devrais avoir honte de ne pas soutenir Véronica en cette période difficile. J'ai répondu par une seule phrase, elle a essayé de gâcher mon mariage avec une fausse annonce de grossesse, et c'était avant que nous ne soyons au courant de la liaison et du vol. Julia n'a jamais répondu. L'attention médiatique s'est intensifiée au fur et à mesure que le procès avançait. Les chaînes d'information locales ont couvert l'histoire, la présentant comme une fable moderne sur les réseaux sociaux, les dynamiques familiales et la criminalité en col blanc. Quelques journalistes ont essayé de me contacter pour des interviews, mais j'ai décliné chaque demande. C'était l'histoire de Nathan, pas la mienne. J'avais déjà exposé ce qui devait l'être le jour de mon mariage. Lucas Kennedy a accepté un accord de plaidoyer pour témoigner contre Véronica. Il a admis qu'elle avait initié la liaison, qu'elle lui avait dit que Nathan ne remarquerait pas l'argent manquant, et qu'elle avait promis qu'ils s'enfuiraient ensemble une fois qu'ils auraient accumulé assez d'argent. Son témoignage a été dévastateur car il a supprimé toute possibilité pour Véronica de prétendre à la coercition ou à la manipulation. Elle avait été l'architecte de sa propre chute. Le jour du verdict est arrivé fin octobre, 18 mois après mon mariage.
La salle d'audience était bondée de journalistes, de curieux et de membres de la famille des deux côtés. Nathan était assis avec ses avocats, l'air fatigué mais résolu. Mes parents étaient assis derrière Véronica, se tenant la main et pleurant ouvertement. Je n'étais pas là en personne, mais Taylor y a assisté et m'a fait un compte rendu complet par la suite. Le juge était une femme sévère dans la soixantaine, qui avait la réputation de prononcer des peines lourdes dans les affaires de criminalité en col blanc. Elle a écouté le plaidoyer larmoyant de Véronica demandant la clémence, dans lequel Véronica prétendait avoir fait des erreurs mais méritait une seconde chance. Le juge a ensuite passé 20 minutes à détailler exactement pourquoi les crimes de Véronica étaient particulièrement graves, citant la rupture de la confiance conjugale, la nature calculée du vol, et l'absence totale de remords démontrée tout au long du procès. Elle a été reconnue coupable de détournement de fonds et de fraude, condamnée à 3 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Lucas Kennedy, son partenaire adultère, a perdu son poste dans l'entreprise et a dû faire face à ses propres problèmes juridiques pour l'avoir aidé à cacher l'argent volé. Nathan a obtenu la garde complète de leurs actifs dans le divorce, bien qu'il ne restât pas grand-chose après les frénésies dépensières de Véronica. La peine aurait pu être plus longue, mais Nathan avait écrit une lettre au tribunal demandant la clémence malgré tout ce que Véronica lui avait fait. Il a écrit qu'il ne voulait pas de vengeance, juste la justice et la capacité d'avancer dans sa vie. Le juge a pris cela en considération pour déterminer la durée de la peine. Après le verdict, mes parents ont essayé d'organiser une réunion de famille pour discuter de la façon d'avancer tous ensemble. L'invitation par email a été envoyée à chaque parent, y compris moi. C'était plein de langage sur le pardon, sur la façon dont les familles se serrent les coudes dans les moments difficiles, et sur la nécessité pour nous tous de soutenir Véronica pendant son incarcération. Le message ne faisait aucune mention de ses crimes, du procès, ou de la montagne de preuves prouvant sa culpabilité. C'était comme s'il s'attendait à ce que tout le monde fasse semblant que rien ne s'était passé. Tante Linda a été la première à répondre, sa réponse allant à tout le monde dans la chaîne de mai. Elle a écrit qu'elle n'assisterait à aucun rassemblement qui l'obligerait à prétendre que Véronica était innocente, qui permettrait le déni de ses parents, ou qui exigerait quoi que ce soit de moi après ce que j'avais enduré. Plusieurs autres parents ont rapidement suivi avec des réponses similaires. La réunion n'a jamais eu lieu. Le statut social de mes parents dans leur communauté s'est effondré. Catherine avait été active dans plusieurs organisations caritatives et clubs sociaux, mais la plupart d'entre eux lui ont discrètement demandé de quitter ses fonctions de direction. Le scandale était trop grand, la publicité trop intense. Les associés commerciaux de Ronald ont pris leur distance, inquiets d'être associés à une famille impliquée dans une affaire criminelle aussi médiatisée. Ils ont vendu leur maison à perte et ont déménagé dans une petite ville à 2 heures de là, où moins de gens connaissaient leur histoire. Mes parents ne se sont jamais excusés. Ils ont continué à insister sur le fait que j'avais réagi de manière excessive, que j'aurais dû gérer les choses en privé, et qu'étaler les problèmes familiaux en public était impardonnable. Ils ont dit aux parents que j'étais vindicative et cruelle, que j'avais toujours été jalouse de Véronica, et que toute la situation était en quelque sorte de ma faute. Mais le reste de la famille savait à quoi s'en tenir. Ils avaient vu la vidéo, entendu les preuves de Taylor, et étaient témoins du comportement de mes parents au mariage. Un par un, les membres de la famille élargie m'ont contacté pour s'excuser d'avoir permis ce favoritisme au fil des ans, de ne pas avoir parlé quand ils voyaient comment j'étais traité, et d'avoir supposé que j'exagérais quand j'essayais d'expliquer. Il a fallu du temps pour guérir de tout cela. James et moi sommes allés en thérapie de couple, non pas parce que nous étions en difficulté, mais parce que nous voulions des outils pour construire un mariage sain qui ne ressemblerait en rien au dysfonctionnement de ma famille. J'ai aussi suivi une thérapie individuelle pour traiter des années d'abus émotionnels et de manipulation. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que ce que ma famille avait fait allait bien au-delà de la rivalité fraternelle normale ou du favoritisme parental. Leur comportement constituait un modèle d'abus émotionnel et psychologique conçu pour me garder docile et pour élever Véronica à mes dépens. La violence physique le jour de mon mariage n'était que le point culminant d'années de violation de mes limites. Apprendre à fixer des limites a été difficile. Je me sentais coupable au début de couper les ponts avec mes parents, de refuser de rendre visite à Véronica en prison, de décliner l'assistance aux événements familiaux où il serait présent. Mais lentement, la culpabilité s'est estompée et a été remplacée par la paix. J'ai construit une nouvelle famille, basée sur le respect mutuel et l'amour véritable. Les parents de James sont devenus les figures parentales dont j'avais toujours eu besoin. Taylor est restée ma meilleure amie et ma sœur à tous les égards qui comptaient. J'ai renoué avec des cousins,
des tantes et des oncles qui avaient été tenus à distance pendant mon enfance parce que Véronica les trouvait ennuyeux ou que mes parents pensaient qu'ils étaient de mauvaises influences. 2 ans après le mariage, James et moi avons eu notre premier enfant, une fille que nous avons nommée Grace. Nous avons débattu pour savoir s'il fallait informer mes parents de sa naissance, mais nous avons finalement décidé de ne pas le faire. Ils avaient fait leur choix, et nous faisions les nôtres. Grace grandirait entourée de gens qui l'aimaient sincèrement, sans condition ni favoritisme. Tante Linda a été l'une des premières personnes à visiter l'hôpital, apportant des fleurs et des larmes de joie. Elle est magnifique, a-t-elle chuchoté en tenant Grace avec précaution. Et elle a de la chance de t'avoir comme mère. J'ai pensé à ma propre mère, à la façon dont Catherine avait choisi Véronica plutôt que moi encore et encore, même confrontée à des preuves indéniables de qui était vraiment son enfant roi. J'ai baissé les yeux vers le petit visage de ma fille et je me suis fait la promesse silencieuse que je ne la ferai jamais entrer en compétition pour mon amour, que je ne sacrifierai jamais son bonheur pour l'ego de quelqu'un d'autre, et que je la protégerai comme j'aurais dû être protégé. Ces premiers mois avec Grace ont été transformateurs, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Chaque étape qu'elle franchissait me faisait réfléchir à ma propre enfance, à la façon dont mes parents m'avaient traité par rapport à la façon dont ils avaient dorloté Véronica. Je me souvenais d'avoir eu 5 ans et d'avoir rapporté un dessin de la maternelle, si fier de la maison colorée et du soleil souriant que j'avais créé. Ma mère l'avait regardé pendant peut-être 2 secondes avant de se retourner pour aider Véronica avec ses devoirs, me disant de le mettre moi-même sur le réfrigérateur. Les œuvres d'art de Véronica obtenaient toujours la place d'honneur, accompagnées d'éloges excessifs et parfois même encadrés. Quand Grace a souri pour la première fois, James et moi avons tous deux pleuré de joie. Nous avons pris des dizaines de photos, appelé ses parents immédiatement, et célébré comme si c'était une fête nationale. C'était à cela que l'amour parental était censé ressembler, ai-je réalisé. De l'enthousiasme pour les réalisations de votre enfant, aussi petite soit-elle. Un plaisir sincère de leur existence. Pas de conditions, pas de comparaison, pas de compétition. James et moi avons pris une décision consciente sur la façon dont nous gérerions les vacances et les réunions de famille. Nous avons créé nos propres traditions au lieu d'essayer de partager le temps entre les familles comme le font beaucoup de couples. Le matin de Noël, c'était juste nous, des crêpes en pyjama, ouvrant les cadeaux près du sapin. Nous avons organisé Thanksgiving chez nous, invitant les parents de James, tante Linda, Taylor et quelques amis proches. Les rassemblements étaient plus petits mais infiniment plus chaleureux que les dîners de famille tendus que j'avais endurés en grandissant. Le premier Thanksgiving après la naissance de Grace, tante Linda m'a prise à part alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer le dessert. Ta mère m'a appelé la semaine dernière, a-t-elle dit doucement, vérifiant que nous étions seuls. Elle voulait que je te convainque d'amener le bébé pour lui rendre visite. Mes mains se sont figées sur la pâte à tarte que j'étalais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'après ce qu'elle t'a fait, elle avait de la chance que tu parles encore à des parents qui portent son nom de famille. Linda a pressé mon épaule. Elle a continué à insister sur le fait qu'elle mérite de rencontrer sa petite fille. Que la famille, c'est la famille. Je lui ai rappelé qu'elle t'avait giflé le jour de ton mariage et t'avait tordu le bras quand tu as protesté contre leur plan. Elle m'a raccroché au nez. J'ai recommencé à étaler la pâte, me concentrant pour la rendre parfaitement uniforme. Penses-tu que je suis trop dur? De garder Grace loin d'eux. Linda a secoué la tête fermement. Absolument pas. Ces gens ne se sont pas excusés, n'ont pas pris leurs responsabilités, et n'ont montré aucun signe de changement. Pourquoi exposerais-tu ta fille à cela? Pour qu'elle puisse les regarder faire du favoritisme si tu as un autre enfant? Pour qu'elle apprenne que l'abus émotionnel est un comportement familial normal? Tu la protèges. Et c'est exactement ce que fait une bonne mère. Ces mots ont apaisé quelque chose en moi qui était encore incertain. Je n'étais pas cruelle ou vindicative. J'étais un parent, plaçant le bien-être de mon enfant au-dessus des exigences de personnes qui n'avaient jamais fait passer le mien en premier. À cette époque, j'ai aussi commencé à écrire des choses. Ma thérapeute m'avait suggéré de tenir un journal pour traiter tout ce qui s'était passé, mais je me suis retrouvé à écrire quelque chose de plus structuré. J'ai documenté chaque souvenir que j'avais du favoritisme, de la manipulation, des façons dont mes parents avaient permis les pires comportements de Véronica tout en me punissant pour des infractions mineures. L'histoire est devenue plus longue que je ne l'avais prévu, s'étendant sur près de 40 pages au moment où je l'ai terminée. Le relire était douloureux, mais aussi validant. Je m'étais parfois demandé si j'exagérais, si peut-être les différences de traitement n'étaient pas aussi marquées que dans mes souvenirs.
Mais en voyant tout cela écrit, les schémas devenaient indéniables. La fois où Véronica a accidenté la voiture de mon père et où il lui en a acheté une nouvelle la semaine suivante, alors que j'avais dû payer mes propres réparations quand quelqu'un m'avait percuté sur un parking. La façon dont les anniversaires étaient des productions élaborées pour Véronica, mais de simples dîners de famille pour moi. Les fonds pour l'université qui étaient égaux sur le papier, mais d'une manière ou d'une autre, celui de Véronica avait toujours de l'argent d'urgence supplémentaire disponible, alors que le mien n'en avait pas. J'ai partagé le document avec ma thérapeute, qui l'a lu lors de notre séance suivante. Quand elle a fini, elle m'a regardé avec tant de compassion que j'ai failli me mettre à pleurer. C'est l'un des cas les plus clairs de dynamique bouc émissaire enfant-roi que j'ai rencontré dans ma pratique, a-t-elle dit. La constance de leur traitement est en fait remarquable tant elle est un cas d'école. Pourquoi ont-ils fait ça? J'ai posé la question qui me hantait depuis des années. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien, a-t-elle dit fermement. Ce schéma n'a souvent rien à voir avec les enfants eux-mêmes, et tout à voir avec la propre psychologie des parents. Parfois, un parent projette ses propres insécurités sur un enfant tout en vivant par procuration à travers un autre. Parfois, c'est aussi simple qu'un enfant leur rappelant quelqu'un qu'il n'aime pas. Les raisons n'excusent pas le comportement, et plus important encore, les raisons n'ont pas d'importance pour ta guérison. Ce qui compte, c'est de reconnaître qu'il s'agissait de leur dysfonctionnement, pas de ton inadéquation. Ces mots sont devenus un mantra que je répétais chaque fois que le doute s'insinuait, leur dysfonctionnement, pas mon inadéquation. Je l'ai écrit sur des post-it que j'ai collés dans la maison. Je l'ai mis en fond d'écran sur mon téléphone. J'avais besoin de ce rappel constant parce que les messages que mes parents avaient programmés en moi étaient profondément ancrés. Parfois, je me demandais si Véronica regrettait ses choix. Si elle restait éveillée dans sa cellule de prison en pensant à la façon dont elle avait détruit son mariage, sa liberté et sa relation avec moi, pourquoi? De l'argent qui a été dépensé. Une attention qui n'a duré qu'aussi longtemps que ses mensonges ont tenu. La satisfaction tordue d'essayer de gâcher le jour de mon mariage. J'ai reçu une lettre d'elle environ 6 mois après le début de sa peine. Mon premier instinct a été de la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. La lettre était composée de 3 pages d'excuses, de justifications et de regrets à demi-mot qui revenaient tous à me blâmer. Elle prétendait que j'avais toujours été favorisé par papa malgré toutes les preuves du contraire. Elle insistait sur le fait que sa liaison était de la faute de Nathan car il était émotionnellement distant. Elle disait que le détournement de fonds était nécessaire parce qu'il contrôlait tout l'argent. Elle a terminé en me demandant de l'aider à obtenir une libération anticipée et de témoigner en sa faveur en tant que témoin de moralité. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai brûlé dans notre cheminée. Je ne lui devais ni pardon, ni soutien, ni quoi que ce soit d'autre. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences. James m'a trouvé en train de fixer les cendres plus tard dans la soirée. Tout va bien? Véronica a envoyé une lettre me demandant de l'aider à sortir de prison plus tôt. Il s'est assis à côté de moi, prenant ma main. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, ai-je dit simplement. Je ne suis pas responsable de réparer le gâchis qu'elle a fait. Je ne suis pas obligé de la sauver d'elle-même. Je suis enfin libre, et je ne renoncerai à cela pour personne. Il m'a serré contre lui, et nous sommes restés assis ensemble dans un silence confortable. Par la fenêtre, je pouvais voir le soleil se coucher dans des nuances d'orange et de rose. Grace dormait dans sa chambre à l'étage, et la maison était remplie de la paix tranquille d'un foyer construit sur l'amour plutôt que sur l'obligation. Le jour de mon mariage ne s'était pas déroulé comme je l'avais initialement prévu. Il avait été dramatique, douloureux et explosif. Mais avec le recul, je ne pouvais pas me résoudre à regretter la façon dont les choses s'étaient passées. C'était le jour où j'avais cessé d'être la fille paillasson qui acceptait les mauvais traitements au nom de l'harmonie familiale. C'était le jour où je m'étais choisi moi-même, ainsi que mon mari et mon avenir, plutôt que les personnes toxiques qui ne m'avaient jamais vraiment valorisé. La vidéo de l'arrestation de Véronica circulait toujours sur Internet, refaisant surface de temps en temps quand quelqu'un la partageait comme un exemple de karma instantané ou de drame familial qui tourne mal. J'ai arrêté de lire les commentaires ou de suivre le nombre de vues. Ce qui comptait n'était pas combien d'inconnus regardaient ma famille imploser. Ce qui comptait, c'était que j'y avais survécu, que j'avais dépassé cela, et que j'avais construit quelque chose de mieux. Ma vie n'était pas parfaite, mais c'était la mienne. C'était plus que suffisant.